Il y a quelque chose que nous rencontrons tous, mais que nous voulons rarement affronter les fins. Elles s'insinuent dans nos vies comme des ombres au crépuscule silencieuses, inévitables et souvent indésirables. La fin d'une relation, la fin d'un rêve, la fin d'une saison de vie que nous pensions éternelle. Nous n'aimons pas l'admettre, mais les fins font mal. Et parce qu'elles font mal, notre premier réflexe est de leur résister. Nous nous accrochons à ce qui nous échappe, serrant plus fort comme si notre étreinte pouvait arrêter le temps. Ou bien nous nous engourdissons prétendant que cela n'a pas d'importance, que nous allons bien, que nous sommes plus forts que la douleur. Mais voici une vérité inébranlable, refuser qu'une chose se termine, c'est aussi refuser qu'une autre commence. Ce n'est pas une punition, c'est simplement ainsi que fonctionne la vie. Il faut défricher le sol avant que de nouvelles graines puissent en germer. La marée doit se retirer avant de revenir. Tout suit un rythme et nous faisons partie de ce rythme, que nous le reconnaissions ou non. Une amie à moi est restée dans un emploi qui l'épuisait complètement. Chaque dimanche soir, une angoisse lourde comme une couverture s'abattait sur elle. Elle se plaignait, pleurait, rêvait de partir. Mais elle restait, car rester même dans la misère semblait plus sûr que de s'aventurer dans l'inconnu. Et l'inconnu la terrifiait plus que l'épuisement qu'elle connaissait déjà. Cela vous semble familier? Nous sommes tous passés par là, convaincus que s'accrocher est une preuve de force, que rester est une forme de loyauté, que persévérer est noble. Mais la véritable force, c'est savoir lâcher prise. Et lâcher prise n'est pas un interrupteur que l'on actionne. C'est un processus courageux, souvent solitaire et parfois désordonné. C'est comme retirer des couches de vieux papier peint. On ne voit pas ce qui se trouve en dessous tant qu'on n'a pas commencé à enlever ce qui est à la surface. Un chapitre ne se referme pas vraiment si nous gardons les doigts coincés entre les pages. La partie la plus difficile du passage à autre chose n'est pas de s'éloigner, mais d'accepter au plus profond de soi que quelque chose est fini. Et nous résistons. Nous ressassons des conversations, réécrivons le passé, cherchons des secondes chances. Mais s'accrocher à ce qui est déjà brisé ne le réparera pas. La closure n'est pas quelque chose que l'on obtient des autres. C'est quelque chose que l'on s'offre à soi-même. Nous vivons dans l'illusion que les fins sont optionnelles, que nous pouvons négocier avec la réalité, que si nous essayons plus fort, serrons plus fort, prions plus longtemps, nous pouvons ramener les choses à ce qu'elles étaient. Mais la vérité, c'est que certaines choses, relations, rêves, saisons de vie, sont destinées à se terminer. Et peu importe à quel point nous nous accrochons, il vient un moment où nous devons relâcher notre étreinte. Un ami Jake a passé des années dans une relation qui s'était éteinte émotionnellement, sinon officiellement. Lui et sa partenaire avaient cessé d'être un « nous » depuis longtemps, mais aucun des deux ne pouvait se résoudre à prononcer les mots à haute voix. Il m'a dit « Si je pars, ça veut dire que j'ai échoué ». Je comprenais. Nous lions tellement notre valeur à ce que nous pouvons retenir. Mais rester dans quelque chose qui est déjà fini n'est pas de l'amour ni de la loyauté, c'est de la peur. Et la peur est une terrible conseillère. Carl Jung a dit un jour « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». C'est l'invitation de chaque fin choisir qui nous deviendrons ensuite. Les fins nous rappellent que nous ne sommes pas figés, nous ne sommes pas notre passé. Nous sommes des histoires en perpétuelle écriture. Pourquoi résistons-nous tant aux fins? En partie parce que notre cerveau est câblé pour rechercher la certitude. Des études montrent que les gens sont plus mal à l'aise face à l'inconnu qu'à une douleur connue. C'est pourquoi ils restent dans des emplois qu'ils détestent, des relations qui les vident, des lieux qui ne sont plus un foyer. Parce que même si c'est misérable, au moins c'est familier. L'inconnu semble être un trou noir dans lequel nous pourrions disparaître. L'autre raison, c'est le deuil. Nous sous-estimons son poids. Nous pensons qu'il ne ôte été uniquement au décès. Mais le deuil accompagne chaque perte. Une personne, un rêve, un emploi, ou simplement l'avenir que nous avions imaginé. C'est pourquoi les fins peuvent sembler arracher une partie de nous-mêmes, car d'une certaine manière c'est le cas. Mais nous nous trompons en pensant qu'en refusant une fin, nous pouvons échapper au chagrin. Éviter une fin ne supprime pas la douleur, elle la prolonge. Le moment où nous acceptons qu'une chose est terminée, nous nous offrons le cadeau d'un nouveau départ. Accepter ne signifie pas être heureux de la situation, ni cesser de souhaiter que les choses aient tourné autrement. Cela signifie simplement arrêter de combattre la réalité. Et en cessant de combattre la réalité, nous nous libérons pour construire quelque chose de nouveau. Si vous vous trouvez au bord d'une fin effrayée à l'idée de faire le prochain pas, parce que vous ignorez où il mène,
Écoutez ceci. Il est normal d'avoir peur. Il est normal de ressentir du chagrin. Mais ne laissez pas la peur de l'inconnu vous retenir dans quelque chose qui est déjà fini. Laissez la fin arriver. Car c'est seulement en laissant une chose se terminer que vous pourrez recommencer. Les fins ne sont pas des échecs. Ce sont des transitions, des tournants de page, des changements de saison. Quand l'hiver arrive, les arbres perdent leurs feuilles, non pas parce qu'ils meurent, mais parce qu'ils se préparent pour le printemps. Les fins éliminent ce qui ne nous sert plus pour permettre à autre chose de grandir. Pourtant, notre culture glorifie l'opposé. On nous félicite pour notre persévérance, pour avoir tenu bon, pour être resté coûte que coûte. Abandonner est vu comme une faiblesse, partir comme un échec. Mais la vérité est plus nuancée. Parfois rester est le véritable échec. Parfois partir est l'acte le plus courageux. Apprenons à lire les signes subtils des fins, la manière dont l'atmosphère change entre deux personnes, dont un rêve devient un fardeau, plutôt qu'un appel dont notre corps se crispe à l'idée d'une nouvelle journée, dans un travail qui nous brise lentement. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux. Les murmures discrets de la vie nous poussant vers le changement avant qu'elle ne crie. Si nous ignorons ces murmures, les fins deviennent plus bruyantes. Elles s'imposent à nous. Nous sommes licenciés, nous sommes quittés, nous nous effondrons. Et soudain, nous devons affronter ce que nous avions trop peur de choisir. Jung a également observé que tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il dirigera notre vie et nous appellerons cela le destin. Lorsque nous évitons les fins, lorsque nous enfouissons notre malaise, nous laissons l'inconscient mener la danse. Nous laissons la peur décider, mais en prenant conscience, nous reprenons le contrôle. Reconnaître une fin n'a rien de faible. C'est un acte de respect radical envers soi-même. C'est dire « je refuse de rester prisonnier de quelque chose qui est déjà fini ». C'est sortir du mode survie pour entrer dans le champ des possibles. Alors comment entamer ce processus? Tout commence par se dire la vérité, pas la version édulcorée, pas la version optimiste du « peut-être que ça ira mieux ». La vérité brute. Cessez de vous mentir sur ce que vous ressentez vraiment. Admettez-le, nommez-le, car nommer, c'est le premier acte de pouvoir. Ensuite, autorisez-vous à faire votre deuil. Le deuil n'est pas une faiblesse, c'est un remède. C'est ainsi que l'âme guérit. Et en faisant votre deuil, rappelez-vous une autre observation de Jung, il n'y a pas d'éveil à la conscience sans douleur. Cette douleur que vous ressentez n'est pas un signe d'échec, mais un signe que vous vous éveillez. En faisant votre deuil, commencez aussi à relâcher votre emprise. Pas d'un seul coup, mais peu à peu, comme une main qui se desserre. Au début, cela semble étrange, vide, effrayant. Mais en ouvrant vos mains, vous remarquerez quelque chose d'inattendu. Elles sont libres de saisir autre chose. C'est là que le chemin s'oriente vers la guérison et l'avancée. C'est là que le courage commence à croître discrètement. Car chaque fin, aussi dévastatrice soit-elle, porte en elle la graine d'un commencement que vous ne pouvez pas encore voir. Alors laissez la fin arriver. Restez dans cet espace vide sans chercher à le combler immédiatement. Honorez ce qui est fini sans vous y accrocher, car ceci n'est pas votre fin. C'est le défrichage du terrain pour permettre à une nouvelle version de vous-même d'émerger. Rester dans cet espace vide après une fin est l'une des expériences les plus inconfortables qui soient. Nous sommes conditionnés à remplir le silence, à continuer d'avancer, à combler le vide avec n'importe quoi pour ne pas nous sentir exposés. Pourtant, cette pause, ce moment entre ce qui était et ce qui sera, est sacré. C'est la phase de la chrysalide avant l'émergence du papillon. La terre sombre avant que la graine ne germe. Quand quelque chose se termine, une partie de nous s'éteint avec elle. Cela mérite d'être honoré. Trop souvent, nous essayons de passer directement de la perte à la productivité, du chagrin d'amour à un nouveau moi, du deuil à la salle de sport, à un nouvel emploi ou à une nouvelle relation. Nous oublions que la transformation a son propre rythme. On ne plante pas de graines dans un sol gelé. Cette période intermédiaire est celle où une part plus profonde de nous peut commencer à parler. Les voix que vous avez ignorées, les parties de vous que vous avez réduites au silence pour maintenir l'ancienne vie, commencent à ressurgir. Au début, c'est déstabilisant. Vous pourriez vous sentir agité, triste, en colère vide. Tout cela est normal. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en transition. Laisser place à la douleur n'est pas un luxe, c'est une intelligence. Considérez cela comme le nettoyage d'une plaie. Si vous l'ignorez, la plaie s'infecte. Une douleur ignorée ne disparaît pas, elle se tapit et attend.
Les neurosciences montrent que nommer et accepter ces émotions en réduit l'intensité et aide le cerveau à les traiter. Dire à voix haute « je suis en deuil »,« je suis en colère » ou « j'ai peur » diminue déjà l'emprise de cette émotion sur votre système nerveux. C'est là que nous cessons de voir la douleur comme un ennemi pour comprendre qu'elle est un messager. La douleur n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous signaler qu'un changement s'est opéré et qu'une nouvelle réalité se forme. Comment vivre dans cet espace entre la fin et le commencement sans se perdre? 3 pratiques peuvent aider. Premièrement, créer un espace pour que vos émotions existent. Cela peut être un journal, une thérapie de longue promenade, des notes vocales, la prière, la méditation ou l'art. Peu importe la forme, l'essentiel est l'autorisation. Votre vie intérieure a besoin d'espace pour respirer. Donnez-lui un cadre pour qu'elle ne déborde pas partout. Deuxièmement, cessez de vous excuser pour le temps que prend votre guérison. Vous ne devez à personne une récupération rapide. On pourrait vous presser « ça fait des mois tu n'as pas tourné la page ». Mais le deuil n'est pas linéaire. La guérison n'est pas une course. C'est comme une marée, elle va et vient. Certains jours, vous vous sentirez presque normal. Puis une odeur, une chanson ou un mardi quelconque vous brisera à nouveau. Ce n'est pas une régression, c'est ainsi que fonctionne la guérison. Troisièmement, cultivez de petits rituels de soins. Les traumatismes et les pertes nous font sentir impuissants. De simples actes quotidiens de soins, allumer une bougie s'étirer, préparer un repas nourrissant, dire une affirmation ancrante, rétablissent un sentiment de contrôle. Vous dites à votre système nerveux « Je suis là, je prends soin de moi ». Un autre point crucial est de surveiller votre dialogue intérieur. Après une fin, les histoires que nous nous racontons peuvent soit nous guérir, soit nous blesser. Si vous répétez « j'ai été abandonné »,« j'ai été trahi »,« j'ai échoué », ces mots deviennent votre identité. Mais si vous commencez à reformuler « j'ai appris »,« j'ai survécu »,« je grandis », vous construisez une nouvelle narrative qui soutient votre avenir. Le cerveau est plastique, il se reconfigure par la répétition. Votre histoire personnelle est comme un code informatique, réécrivez-le et votre expérience intérieure change. Ce n'est pas du positivisme toxique ou faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit d'embrasser la vérité complète. Oui, cela m'a fait mal, et oui, je suis toujours capable de devenir. Les deux peuvent être vrais. En pratiquant cela, vous remarquerez un changement subtil. L'emprise du passé se relâche. Les souvenirs surgissent encore, mais ils semblent plus légers, comme des feuilles flottant sur un ruisseau, plutôt que des pierres qui vous coulent. C'est le signe que vous intégrez votre expérience plutôt que d'en être prisonnier. Un autre point à retenir, les fins modifiant notre sens de l'identité. Nous ne perdons pas seulement un emploi ou une relation, nous perdons une version de nous-mêmes qui vivait dans ce contexte. Une rupture n'est pas seulement la fin d'un « nous », c'est la fin du partenaire de Mia. Un licenciement n'est pas seulement une perte de revenus, c'est la perte de l'employé qu'était Mia. C'est pourquoi les fins ressemblent à une mort, ce sont de petites morts de l'identité. Reconnaître cela explicitement aide. Vous pourriez écrire une lettre à votre ancien moi, le remerciant d'avoir survécu, d'avoir essayé, aimé était présent. Ritualisez votre adieu à cette version de vous. Vous ne l'effacez pas, vous l'honorez et permettez à un nouveau moi d'émerger. Jung a dit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment ». Les fins créent l'espace pour se devenir. Elles arrachent les masques que nous portions pour nous conformer à l'histoire de quelqu'un d'autre, les rôles que nous jouions pour nous sentir en sécurité. Elles nous invitent, parfois nous forcent à nous confronter à ce que nous pourrions être sans cet ancien échafaudage. Vous pourriez vous sentir vulnérable dans cette exposition, mais c'est aussi là que votre pouvoir revient. Car lorsque tout s'effondre, il ne reste que vous. Pas la performance, pas le titre professionnel, pas le statut relationnel, juste vous. Et de cet endroit, vous pouvez construire quelque chose d'authentique. Guérir, c'est aussi affronter les peurs que nous avons tenté de fuir. Nous sommes programmés pour éviter l'inconfort, mais se confronter à la peur, au chagrin et à l'incertitude réduit paradoxalement leur emprise sur nous. C'est comme entrer dans une pièce sombre, une fois vos yeux habitués, vous réalisez que ce n'est pas aussi terrifiant que vous l'imaginiez. Les ombres prennent forme, l'inconnu a une texture, et à mesure que votre tolérance à l'inconfort grandit, votre liberté croît aussi. Vous cessez d'avoir besoin que tout soit prévisible. Vous arrêtez de négocier avec la réalité. Vous commencez à vous faire confiance pour gérer ce qui vient ensuite.
Cette confiance en soi est la fondation de tous les nouveaux départs. Pendant cette période, résistez à l'envie de comparer votre chemin de guérison à celui des autres. Les réseaux sociaux regorgent de personnes qui jouent à la résilience et les transformations éclatantes. Mais ces instantanés ne montrent pas les nuits passées à pleurer sur le sol les crises d'angoisse, le lent retour à la vie. Votre processus est valable même s'il ne ressemble en rien au leur. Et ne confondez pas guérison et oubli. Le but n'est pas d'effacer ce qui s'est passé, mais de l'intégrer pour qu'il ne dirige plus votre vie. Intégrer, c'est pouvoir se souvenir du passé sans le revivre, reconnaître la blessure sans s'identifier à elle. Parfois, les gens craignent de guérir car ils pensent que cela déshonore ce qu'ils ont perdu. Ils croient qu'avancer signifie dire que cela n'avait pas d'importance. Mais c'est l'inverse, avancer honore ce qui a été en lui permettant de compléter son arc. Une fleur qui fane n'est pas effacée de la mémoire. Elle reste une partie du cycle du jardin. Laissez la joie revenir doucement. Après une perte, la joie peut sembler étrangère, presque coupable. Vous pourriez rire et immédiatement ressentir de la culpabilité, comme si vous trahissiez votre douleur. C'est normal. Il faut du temps pour que votre système nerveux croie à nouveau que vous avez le droit de vous sentir bien. Laissez la joie venir par petites doses. Ce n'est pas une trahison, c'est un signe que la vie revient. Pendant cette phase, posez des questions ouvertes plutôt que d'exiger des réponses. Au lieu de « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», demandez « Pourquoi cela fait-il de la place ?» Au lieu de « Comment puis-je réparer le passé ?», demandez « Qui veux-je devenir maintenant ?» Ces questions déplacent votre focus du contrôle à la curiosité qui est la posture de la croissance. Une autre pratique, les petits essais. Quand votre ancienne vie se termine, vous n'avez pas à construire la nouvelle du jour au lendemain. Essayez de petites choses. Un cours, un voyage, un nouveau passe-temps, un itinéraire différent pour rentrer chez vous. Cela active l'exploration dans votre cerveau, libérant de la dopamine et créant de nouvelles connexions neuronales. Peu à peu, vous prouvez que l'inconnu peut être sûr, voire excitant. Le mot-clé ici est la douceur. Vous ne forcez pas une réinvention, vous la découvrez. Vous ne sautez pas d'une falaise, vous posez le pied sur une nouvelle rive. C'est le cœur du processus de guérison, réaliser que vous n'êtes pas impuissant. La fin n'était peut-être pas votre choix, mais ce que vous construisez ensuite l'est. Et ce passage de victime des circonstances à hauteur de votre prochain chapitre est là où votre énergie commence à revenir. Lorsque vous vous sentez prêt, commencez à raconter à voix haute une nouvelle histoire sur vous-même. Pas l'histoire de ce qui s'est terminé, mais celle de ce qui émerge. J'apprends qui je suis maintenant. J'explore de nouvelles possibilités. Je suis ouvert à ce qui vient. Cette narration de soi recentre votre identité sur la croissance plutôt que sur la perte. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de voir toute la route. Il suffit de faire le prochain pas. Chaque pas dans l'inconnu est un vote pour votre futur moi. Vous pouvez encore ressentir de la peur, mais la peur n'est pas un panneau d'arrêt. C'est un signe que vous vous étendez au-delà de vos anciennes limites. Laissez la peur marcher à vos côtés, mais ne la laissez pas conduire. Ce que vous faites à ce stade n'est pas glamour, mais c'est profond. Vous dégagez les débris de l'ancien, vous prenez soin du terreau de votre être et vous plantez les premières graines invisibles de ce qui viendra. Bientôt, cette phase où vous vous autorisez à souffrir et à guérir commencera à évoluer. Vous remarquerez des moments de légèreté, des éclairs d'excitation, des idées sur l'avenir. Ce n'est pas un hasard. C'est la vie qui s'agite sous la surface, prête à éclore. Et quand cela arrivera, quand vous commencerez à ressentir cet appel à avancer, vous vous tiendrez sur des fondations plus solides. Non pas parce que le passé n'avait pas d'importance, mais parce que vous l'avez intégré. Vous l'avez honoré. Vous l'avez laissé s'achever. Un jour viendra et vous le reconnaîtrez où la lourdeur commencera à s'alléger. Cela n'arrivera pas d'un coup. Ce ne sera pas aussi dramatique qu'une scène de film. C'est subtil. Vous vous réveillez et le monde semble un peu plus léger. Les couleurs paraissent légèrement plus vives. Vous vous surprenez à faire un petit projet pour la semaine ou le mois prochain. Vous réalisez que vous venez de passer une heure entière sans penser à ce que vous avez perdu. Ce n'est pas oublié. C'est la guérison qui fait son travail discret. C'est aussi le moment où votre esprit et votre corps commencent à vous envoyer de nouveaux signaux. Curiosité, créativité, envie de créer des liens. Ce sont des signes de renaissance. Ce sont les messages de votre psyché disant que suffisamment de débris ont été dégagés. Il est temps de construire à nouveau. À ce stade, un changement puissant s'opère. Jusqu'à présent, vous avez surtout réagi à la perte, au chagrin, à l'incertitude. Maintenant, vous commencez à agir. L'attention passe de
Ce qui m'est arrivé, à que vais-je créer ensuite? Vous ne vous contentez plus de survivre. Vous commencez à concevoir. Une des phrases les plus célèbres de Jung dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». C'est le pouls de la phase de renaissance. Votre ancienne identité était façonnée par les circonstances, les rôles, les attentes. Votre nouvelle identité est un acte de choix. C'est un déploiement, une conversation entre vos valeurs les plus profondes et vos actions quotidiennes. Comment commencer? Pas en faisant un plan sur 10 ans, pas en forçant une grande réinvention. Commencez petit. De petites décisions construisent un nouveau moi, une limite saine, une conversation courageuse, une compétence que vous avez toujours voulu essayer, un non honnête, là où vous disiez oui par peur. Chaque petit geste est une graine. Pensez à votre vie comme à un jardin. Vous venez de finir de désherber et de retourner la terre. Maintenant, vous plantez. Certaines graines germeront rapidement. D'autres prendront des mois, voire des années. C'est normal. L'important est que vous participiez à votre propre croissance. À ce stade, il est aussi crucial de vous entourer d'éléments qui affirment la vie, livres, personnes, musique, lieux, tout ce qui reflète le moi que vous devenez plutôt que celui que vous avez dépassé. L'environnement dans lequel vous vous immergez maintenant est comme le soleil et l'eau pour votre nouvelle identité. Soyez intentionnel dans vos relations. La perte peut isoler, mais la renaissance prospère dans la connexion. Cherchez des personnes qui soutiennent votre croissance sans essayer de la définir. Peut-être une classe, un groupe de soutien, un cercle créatif ou simplement un ami de confiance. Les humains sont faits pour la co-régulation. Nos systèmes nerveux guérissent l'homme plus vite dans des relations sûres et bienveillantes. Un autre changement survient. Votre relation avec la peur évolue. Avant, la peur était un mur. Maintenant, elle commence à ressembler à une porte. Vous réalisez que la peur marque la frontière de votre ancienne identité. La franchir, c'est découvrir qui vous devenez. La même adrénaline qui alimentait autrefois la panique peut maintenant nourrir le courage. Et le courage ici ne signifie pas arrêter d'avoir peur. Cela signifie agir malgré la peur. Vous ressentez le tremblement, mais vous faites le pas quand même. Cela construit une confiance en soi à un niveau profond. Chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même, même minime, vous dites à votre système nerveux « Je suis fiable, je peux gérer la vie ». Dans la phase de renaissance, la compassion envers soi reste essentielle. Vous aurez des jours de progrès et des jours de recul. Vous pourriez vous surprendre à retomber dans de vieilles habitudes ou schémas de pensée. C'est normal. La guérison et la croissance sont en spirale. Elles n'avancent pas en ligne droite. Chaque boucle de la spirale vous élève un peu plus haut. Même si vous avez l'impression de tourner en rond, soyez doux avec vos attentes. Comparez-vous uniquement à qui vous étiez hier, pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui. Et célébrez les petites victoires. La première fois que vous riez profondément à nouveau, la première fois que vous vous réveillez excité pour la journée, la première fois que vous remarquez que quelque chose qui vous bouleversait autrefois ne vous atteint plus. En renforçant cette nouvelle fondation, vous remarquerez une autre voix intérieure émerger. Elle est plus discrète que votre critique intérieure, mais elle semble solide. C'est la voix de votre moi authentique, celui que vous avez dû étouffer pour survivre au chapitre précédent. Écoutez-la, nourrissez-la, laissez-la vous guider. Une pratique utile ici est la visualisation. Fermez les yeux et imaginez la version de vous-même que vous devenez. Pas seulement ses réussites, mais son énergie, sa posture, la façon dont elle gère les conflits, dont elle se repose, dont elle aime. Gardez cette vision et laissez-la guider vos choix quotidiens. Les neurosciences montrent que la répétition mentale construit les mêmes chemins neuronaux que le comportement réel, facilitant le changement. À un moment donné, vous voudrez aussi redéfinir le succès. Dans votre ancienne vie, le succès pouvait signifier des marqueurs extérieurs, statut, approbation, être indispensable pour quelqu'un d'autre. Dans votre nouvelle vie, le succès pourrait être un alignement intérieur, se sentir chez soi dans sa propre peau, vivre ses valeurs, créer sans peur. Donnez-vous la permission de mettre à jour votre définition. Elle ne vous appartient pas à quelqu'un d'autre. La renaissance implique aussi le pardon. Pas toujours celui des autres d'abord, mais de vous-même. Pardonnez-vous de ne pas avoir su plus tôt d'être resté trop longtemps, des façons dont vous avez fait face quand vous n'aviez pas de meilleurs outils. Le pardon de soi dissout les dernières chaînes du passé. Sans lui, vous portez une honte cachée qui sabote votre nouveau départ. Ne précipitez pas cela. Le pardon n'est pas une excuse pour ce qui s'est passé.
C'est relâcher votre emprise sur le ressentiment pour récupérer votre énergie. Pensez-y comme ouvrir votre poing pour utiliser votre main à construire quelque chose de nouveau. Une autre couche de la renaissance est la créativité. Même si vous ne vous considérez pas comme créatif, essayez une forme d'expression. Écrire, peindre, faire de la musique, cuisiner, concevoir, jardiner. La créativité est la voix de votre inconscient. Elle vous permet d'explorer des parties de vous-même au-delà des mots. Elle vous reconnecte aussi à un sens du jeu que le traumatisme a souvent éteint. La renaissance peut également exiger que vous laissiez derrière vous certaines relations ou environnements qui ne résonnent plus. Cela peut être douloureux, mais c'est une étape pour faire place à de nouvelles connexions alignées. Tout le monde de votre ancien chapitre ne peut pas voyager avec vous dans le nouveau. Ayez confiance que lâcher prise crée de l'espace pour des liens qui vous correspondent. Vous commencerez aussi à ressentir de la gratitude d'une nouvelle manière. Pas une liste forcée de choses à apprécier, mais une conscience spontanée des petites beautés, la lumière du soleil, à travers une fenêtre, un inconnu bienveillant, un instant de paix. C'est le signe que votre système nerveux sort du mode survie. La gratitude devient un état naturel, non une obligation. Avec le temps, vous réaliserez que ce qui semblait être une fin était aussi un commencement. Que la douleur autrefois absurde a désormais un sens car elle vous a poussé à grandir, à vous éveiller, à choisir. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de reconnaître son potentiel transformateur. Et puis un jour, vous regarderez en arrière et verrez le chemin parcouru. Vous reconnaîtrez que la personne qui est entrée dans le tunnel sombre n'est pas celle qui en est sortie. Vous aurez un respect discret pour votre propre résilience, une dignité que personne ne peut vous enlever, car elle s'est forgée en vous. C'est pourquoi les idées de Jung résonnent si profondément chez ceux qui traversent des changements majeurs. Il voyait que la tâche de la psyché n'est pas de rester en sécurité et inchangée, mais de s'individuer, de devenir entière, d'intégrer l'ombre et la lumière, de ramener l'inconscient à la conscience. Ce processus est rarement confortable, mais toujours libérateur. En fin de compte, le voyage de la fin à la guérison puis à la renaissance ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir plus pleinement vous-même. Les masques tombent, les vieux scénarios perdent leur pouvoir. Vous commencez à vivre de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Depuis cet espace, vous pouvez vous engager dans le monde avec une nouvelle authenticité. Aimer sans vous perdre, créer sans douter constamment de vous, servir sans vous effacer. Vous n'êtes plus motivé par le besoin de prouver votre valeur, vous l'exprimez simplement. Alors si vous êtes au milieu d'une fin en ce moment, tenez bon. Si vous ressentez la douleur de la guérison, continuez. Si vous entrez dans la renaissance, honorez le courage que cela demande. Cet arc de la perte à la transformation est l'histoire humaine. C'est ainsi que nous développons des âmes assez grandes pour porter nos vies. Vous n'avez pas à le faire parfaitement. Vous n'avez pas à le faire vite. Vous devez seulement continuer à être présent, à respirer, à choisir. Chaque fois que vous le faites, vous écrivez le prochain chapitre. Un chapitre construit non pas sur ce que vous avez perdu, mais sur celui que vous devenez. C'est le message ultime de ce voyage. Les fins ne sont pas seulement des fins. Ce sont des invitations. Des invitations à vous rencontrer à un niveau plus profond, à découvrir votre pouvoir authentique et à construire une vie alignée avec vos valeurs les plus vraies. C'est le chemin le plus long, mais c'est le vrai chemin. Quand vous atteignez l'autre côté d'une fin, vous n'êtes plus la même personne qu'au départ. Vous avez traversé l'obscurité, soigné vos blessures, appris à vous relever. Vous avez dépouillé les illusions et rencontré la réalité brute sans votre ancienne armure. Et dans ce voyage, vous avez gagné quelque chose de plus profond que le bonheur. Vous avez gagné la liberté. La liberté ne signifie pas que vous ne ferez plus face à des problèmes. Elle ne signifie pas que vous vous sentirez toujours confiant ou sans peur. Elle signifie que vous avez un noyau intérieur qui n'est plus défini par ce que vous avez perdu. Vous n'êtes plus ancré à l'approbation de quelqu'un d'autre ou à la manière dont les choses auraient dû être. Cette liberté est discrète. Elle n'est ni bruyante ni dramatique, mais elle est constante et elle vous appartient. Repensez au moment où vous pensiez ne pas survivre. Vous l'avez fait. Au jour où vous pensiez ne plus jamais rire. Vous l'avez fait. Aux nuits où vous restiez éveillé incertain du lendemain. Le lendemain est arrivé et vous êtes là. C'est une preuve. La preuve que vous êtes plus fort que vos doutes, plus résilient, que votre chagrin, plus courageux que votre peur. Carl Jung croyait que « je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». C'est l'essence de ce moment.
Chaque faim que vous avez endurée, chaque perte que vous avez pleurée, chaque décision difficile que vous avez prise, tout cela vous a façonné, affiné, appelé à devenir la personne que vous êtes destiné à être. La douleur n'était pas une punition, c'était une initiation. Elle vous a brisé pour que votre moi plus grand puisse émerger. Maintenant, debout, au seuil de votre prochain chapitre, vous avez un choix. Vous pouvez retomber dans les anciens schémas ou avancer dans l'inconnu et construire quelque chose d'authentique. Vous pouvez vous réduire pour correspondre à votre passé ou vous étendre pour correspondre à votre potentiel. Vous pouvez laisser l'histoire de ce qui vous est arrivé définir vos limites ou laisser l'histoire de ce que vous devenez définir votre vie. L'expansion ne se fait pas en un grand bond. Elle se produit à chaque petite décision consciente. Une limite ici, un oui à vous-même là, un acte courageux, une expérience créative, un moment d'expression honnête. Chaque choix est un vote pour la personne que vous devenez. Chaque moment de respect de soi est un acte de libération. Rappelez-vous, votre valeur ne réside pas dans vos réussites, votre statut ou votre relation avec quelqu'un d'autre. Votre valeur est inhérente, elle est inébranlable. C'est le terreau d'où jaillit toute votre croissance future. Quand vous savez cela, vous cessez de chercher la validation et commencez à vivre dans l'alignement. Vous arrêtez d'essayer de prouver et commencez à permettre. Jung a aussi dit qu'il n'y a pas d'accès à la conscience sans douleur. C'est une vérité difficile, mais aussi pleine d'espoir, car si vous ressentez la douleur du changement, cela signifie que vous vous éveillez. Vous vous dirigez vers l'authenticité. Vous dépouillez les couches qui ne vous correspondent plus. La leçon la plus importante est celle-ci, vous avez le droit de recommencer autant de fois qu'il le faut. La vie n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Chaque fin est une invitation à vous élever à un nouveau niveau avec une nouvelle sagesse et une compassion plus profonde. Et en vous élevant, n'oubliez pas de regarder autour de vous. Il y a d'autres personnes encore dans l'obscurité, encore en souffrance, croyant encore qu'elles sont seules. Vous y êtes passé, vous connaissez le terrain. Vous pouvez tendre la main, offrir un mot, une histoire. En aidant les autres, vous renforcez votre propre guérison. Vous devenez un phare pour quelqu'un encore perdu en mer. C'est ainsi que la douleur devient un but. C'est ainsi que les fins deviennent des ouvertures. C'est ainsi que vous transformez vos blessures en sagesse. Où que vous soyez en ce moment, que ce soit dans l'effondrement, la guérison ou la renaissance, gardez cette vérité près de vous, vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de devenir. Vous faites partie d'un cycle plus ancien que toute culture, un cycle aussi vieux que la vie elle-même. Mort, transformation, renaissance. Chaque arbre perd ses feuilles pour fleurir à nouveau. Chaque marée se retire avant de revenir. Vous n'êtes pas différent. Autorisez-vous à ressentir de la fierté. Pas parce que tout est parfait, mais parce que vous êtes toujours là, toujours en train d'essayer de grandir. La fierté est une forme de reconnaissance de soi. Une manière de dire à votre âme « Je te vois, je t'honore, je suis avec toi ». Et depuis cet espace de respect de soi ancré, faites le prochain pas. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il doit simplement être le vôtre. Les petits pas que vous faites maintenant sont les graines de la vie pour laquelle vous vous remercierez plus tard. Cela peut être aussi simple que de passer un coup de téléphone, d'écrire dans un journal pendant 10 minutes, de dire non là où vous disiez oui, ou de dire oui là où la peur vous poussait à dire non. C'est le voyage, c'est le travail, c'est le privilège d'une vie devenir qui vous êtes vraiment. Une autre parole de Carl Jung s'applique ici. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Il ne s'agit pas d'atteindre une image parfaite. Il s'agit d'enlever les couches de peur et de honte pour découvrir le moi qui attendait toujours en dessous. Donnez-vous la permission de vivre à partir de ce moi. Laissez vos limites, vos rêves, vos relations et vos habitudes quotidiennes refléter la personne que vous devenez et non celle que vous étiez. C'est ainsi que vous honorez le travail accompli. C'est ainsi que vous transformez la survie en épanouissement. Guérir et avancer ne sont pas des actes d'oubli. Ce sont des actes d'intégration. Vous n'effacez pas le passé. Vous le placez là où il doit être, derrière vous, comme partie de votre fondation. C'est le terreau, pas la cage. C'est le professeur, pas la prison. La vie continuera de vous demander de lâcher des choses que vous pensiez indispensables. Et à chaque fois, vous serez face à un choix, rester bloqué dans ce qui était ou avancer courageusement vers ce qui peut être. Vous apprenez que tourner la page ne signifie pas ne jamais regarder en arrière. C'est regarder en arrière avec amour, gratitude, acceptation, puis se tourner vers l'avant, car c'est là que la vie se passe. Vous n'êtes pas ce que vous avez perdu.
Vous n'êtes pas votre chagrin, votre échec, votre passé. Vous êtes tellement plus. Vous êtes tout ce que vous avez surmonté. Vous êtes tout ce que vous avez appris. Et vous êtes tout ce que vous avez encore à devenir. Laissez cela se terminer. Laissez cela faire mal. Laissez cela guérir. Laissez cela partir. Et puis quand vous êtes prêt, même si vous ne vous sentez pas prêt, avancez. C'est votre vie. C'est votre chance. C'est votre devenir. Si vous êtes encore incertain, faites une petite action aujourd'hui. Écrivez une chose que vous êtes prêt à relâcher. Brûlez-la, déchirez-la ou laissez-la simplement sur la page comme une déclaration. De petits rituels comme ceux-ci peuvent ancrer votre intention. Ce ne sont pas des sorts magiques. Ce sont des rappels à votre subconscient que vous entrez dans un nouveau chapitre. Et rappelez-vous, la joie n'est pas une trahison de votre douleur. La joie est la preuve que vous l'avez surmontée. Vous autoriser à sourire, à rêver, à vous sentir bien à nouveau, ce n'est pas manquer de respect à votre ancien moi. C'est l'honorer. C'est dire « Tu as traversé tout cela pour que je puisse être ici maintenant ». Si ce message vous a touché, si vous vous êtes senti, vu, encouragé ou un peu plus léger, envisagez de vous abonner à cette chaîne. Cet espace est là pour vous rappeler votre force, pour vous aider à naviguer les saisons difficiles et pour vous inspirer à construire la vie que vous méritez. En vous abonnant, vous recevrez plus de contenu comme celui-ci, des messages profonds, réfléchis et stimulants, conçus pour soutenir votre croissance. Cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Ensemble, nous pouvons continuer ce voyage, guérir, grandir et nous élever un pas à la fois.